Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce live public concerné à la préparation de la rentrée. Je m'appelle Gilles Massico et je suis inspecteur de l'éducation nationale. Je suis navré pour ce petit contretemps. On a eu un petit souci technique qui maintenant doit être résolu. Ce soir, donc, nous allons parler de la préparation de la rentrée, notamment des exigences institutionnelles et de sa pédagogie, le lien qu'il existe entre les deux, et notamment les étapes clés des premiers jours, et puis ces étapes-là qui vont pouvoir vous servir évidemment pour le reste de l'année. Je vais essayer de vous donner un petit peu certains éléments en lien avec évidemment le côté institutionnel et des conseils pragmatiques pour pouvoir préparer votre classe et aborder cette rentrée le plus sereinement possible. Alors moi, je suis intervenant chez Passion Pédagogie. Alors qu'est-ce que Passion Pédagogie? Alors c'est né d'une conviction en lien évidemment avec la préparation au concours et le fait que la réussite au concours n'est que le début et l'objectif est de proposer un accompagnement aux professeurs des écoles débutants parce qu'évidemment, les premiers pas dans le métier, alors c'est certes exaltant, mais ça peut être également intimidant. Et l'objectif de Passion Pédagogique, c'est de vous donner des outils concrets et innovants pour une première année ou pour des premières années qui soient les plus épanouissantes possibles dans votre entrée dans pour votre entrée dans ce beau métier. Jusqu'à présent, nous avons plus de 1000 enseignants formés et plus d'une cinquantaine d'heures de formation en vidéo qui vous sont accessibles sur votre espace personnel avec 3 piliers, des sessions d'échange en petits groupes, avec 4 temps forts de l'année, avec un système de mentorat sur des thématiques que vous choisissez. En gros, vous posez vos questions et on vous place dans des groupes de préoccupations, avec des préoccupations en commun. Et l'objectif, c'est de vous accompagner à ces moments clés de l'année. Vous avez également des ateliers vidéo en ligne qui aborde et qui vous apporte des éléments sur tous les aspects clés de votre métier. Et il faut savoir que tous ces ateliers-là sont assurés à la fois par assurés à la fois par des formateurs, que ce soit des formateurs de circonscription, des maîtres formateurs, des conseillers pédagogiques départementaux et parfois des collègues également. Et à l'intérieur de ces ateliers, on analyse des situations de classe et vous allez pouvoir découvrir des outils qui sont très concret et éprouvé. Et évidemment, le dernier objectif, le dernier pilier de ce parcours, c'est de disposer d'une communauté de partage et d'entraide via des outils de communication et sur lesquels vous pouvez partager évidemment à la fois des idées, des ressources et des questions. Donc n'hésitez pas évidemment à souscrire avec ce parcours rentrée zéro stress, en sachant que vous avez, si vous écrivez à contact@passion-pédagogie.fr, un parcours de référence pour assurer une rentrée sereine et vous avez 20% de réduction. Ce soir, comme thématique, nous allons préparer la rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en conciliant à la fois sa pédagogie et des attentes institutionnelles, avec plusieurs objectifs. Donc, on va commencer à connaître le cadre réglementaire. Le réglementaire, alors évidemment, on va dépasser ce que vous avez fait pour le concours. C'est pas le but, c'est pas une redite du concours, bien entendu. Mais en même temps, vous allez également disposer des attentes institutionnelles, puisque l'objectif est en lien avec vos connaissances, de voir quelles sont les attentes institutionnelles pour mener à bien votre année. Évidemment, tout en sachant que les attentes, elles peuvent varier d'un territoire à l'autre. Il faut bien en avoir conscience. Il peut y avoir des spécificités ou des contextes locaux qui font que ces attentes peuvent être différentes d'une académie à l'autre, même d'un département à l'autre. Donc l'objectif va être également d'être au clair sur ces obligations et les lier aux objectifs pédagogiques. In fine, l'objectif, c'est évidemment d'aborder la rentrée le plus sereinement possible pour pouvoir disposer d'un aperçu entre les exigences institutionnelles et la préparation de votre rentrée. Alors, nous allons, excusez-moi, très brièvement aborder les textes. Excusez-moi. Euh, Très très rapidement, notamment au niveau des textes essentiels à connaître.
Vos obligations de service, les documents réglementaires, hein, puisqu'il y en a qui sont obligatoires dans votre classe, et certains ont même un fondement juridique, hein, donc il faudra les garder précieusement. On va rapidement parler de la liberté pédagogique, des différents protocoles d'accueil des élèves en lien avec, évidemment, avec l'école inclusive, et enfin de la posture professionnelle avec les élèves, les familles, l'équipe, bref, l'objectif, évidemment, est que tout cela se passe le mieux possible dès demain, dès jeudi, dès vendredi, en fonction de vos jours de rentrée et de pré-rentrée. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu bénéficier d'une rentrée de la part de vos instituts de formation, que ce soit les INSPE pour les professeurs des écoles du public ou les IFSEC pour les professeurs des écoles pour les professeurs du privé, avec évidemment des dates de rentrée qui s'échelonnent. Alors, quelles sont les exigences institutionnelles dont vous avez, lors de votre concours, travaillé votre savoir? Hein, un certain nombre de savoirs. Alors certains d'entre vous ont sûrement, probablement même été, déjà contractuels et vous avez déjà pu éprouver les premiers éléments de ce que l'on appelle l'être, hein. Alors l'objectif, je vous rassure, c'est pas de faire de la philosophie, hein, ce soir, hein, mais vraiment d'aborder des éléments en lien avec votre classe. Mais néanmoins, ce qui est important, une fois qu'on a le concours, une fois qu'on a ce savoir, d'avoir conscience que vous êtes des professeurs des écoles en devenir. En tout cas, je parle pour les stagiaires, et puis même pour les premières années, hein, et puis tout au long de votre carrière quand même, hein, c'est intéressant de se tenir informé, de se tenir au courant de l'actualité évidemment du système éducatif, mais également de se mettre régulièrement à jour au niveau de sa pédagogie, et puis de réfléchir régulièrement à ce qu'est la posture d'un enseignant, donc en gros de passer d'un savoir, hein, d'un ensemble de connaissances, à l'être, hein, c'est ce qui fait que je suis professeur des écoles et comment je souhaite exercer mes missions en tant que professeur des écoles. Je vous le dis parce que vous allez représenter l'État, certes, mais évidemment une personne modélisante dans votre classe, avec un certain nombre d'éléments sous-jacents, et vis-à-vis de votre relation avec les élèves, avec les parents, avec vos collègues, évidemment, tout cela aura une incidence. Donc on est bien là dans une problématique qui est de passer d'une notion de savoir à être professeur des écoles. Les exigences institutionnelles posent également un cadre d'exercice, hein. Vous avez un cadre d'exercice en lien évidemment avec les textes officiels. Donc le cadre d'exercice en France, il a un certain nombre d'éléments, hein. On pourrait parler de la gratuité, de la neutralité, de la laïcité, de l'obligation scolaire également, hein, puisque l'ensemble des élèves de 3 à, alors après ça dépend, puisqu'on a une obligation de formation évidemment à partir du moment où vous êtes engagé dedans, donc à l'âge de fin des études, heu, fait que la scolarité est une obligation. Bon, l'instruction est une obligation, hein. On a un cadre qui permet, de disposer de la liberté d'enseignement, mais on a un cadre d'exercice qui se situe à l'intérieur de ce contexte-là, qui est particulier à notre pays, bien entendu. Et ce cadre d'exercice, il s'exerce en lien avec les textes officiels. Les textes officiels qui sont là pour régir un certain nombre, et qui sont régis par un certain nombre de règles qui ont été fixées par la représentation nationale, hein, donc par le peuple, hein, par l'Assemblée nationale en l'occurrence. Et ces textes-là, ils sont en gros c'est le contour de votre façon d'exercer aussi, hein. Et ça vous protège d'ailleurs, petite parenthèse, mais on y reviendra. Et enseigner selon les exigences institutionnelles, c'est respecter les textes, je viens d'en parler, et les instructions en lien évidemment avec les principes et les objectifs du système éducatif, hein. Je viens d'en énoncer certains, mais vous allez voir que ces objectifs-là, on les retrouve également dans un texte qui paraît chaque année, qui s'appelle la circulaire de rentrée, qui va fixer un cadre, un canevas pour l'année scolaire. Ça veut dire qu'en tant que fonctionnaire et en tant que professeur des écoles, de façon plus globale, hein, vous avez un certain nombre de respects et d'obligations en tant que professeur des écoles. Le référentiel, évidemment, explicite tout cela. Bah, et on a un certain nombre d'éléments, hein, qui sont sous-jacents à tous ces textes-là. Donc, par exemple, ne pas exprimer son opinion
sur une décision politique, hein, par exemple, ou la décision d'une municipalité, hein, d'une collectivité territoriale, cela fait partie de vos missions. Et ça, c'est important de le connaître, bien entendu. Alors, de quel texte parle-t-on? Alors, brièvement, il faut avoir conscience de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes pour voir que ces textes-là ne sont pas régis par un système qui serait arbitraire. Donc évidemment, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on a dans un premier lieu la Constitution, puis on a des textes d'ailleurs européens, hein, aussi. Donc la Constitution, à partir de cette Constitution, on a des lois, hein, qui sont votées par le Parlement. Ces lois doivent être conformes à la Constitution, ça vous le savez bien entendu. Et on a ensuite des décrets d'application. Voilà. Et pour donner suite à ces décrets, on peut avoir aussi des circulaires de mise en œuvre, en sachant que, évidemment, on se réfère toujours à un décret ou une loi, et c'est ce qui fait également votre cadre d'exercice, hein, bien entendu. Vous avez, alors par exemple, comme circulaire, vous avez des circulaires sur les sorties scolaires, hein, par exemple, sur les sorties et les voyages scolaires. Ça, c'est l'exemple, et je vous le dis parce que c'est une circulaire à laquelle vous allez devoir référer assez régulièrement, hein, puisque, a priori, on peut supposer quand même que vous allez sortir de votre classe. Le deuxième texte, et puis vous avez dans le cadre de cette hiérarchie des normes, des textes qui régissent le système éducatif sur le fond, bien entendu. Ces textes qui régissent ce système éducatif apportent des précisions euh, sur comment dire, à la fois le contexte des exercices, mais également sur les élèves, etc., etc. Alors, pourquoi tous ces textes-là? Et pourquoi en parler un tout petit peu? Parce que c'est le cadre de référence du métier. Par exemple, les APC obligatoires émanent au départ d'un décret, voyez? Et ce décret-là, on s'y réfère pour la mise en place des APC obligatoires, qui fait que vous avez des obligations de service. Alors après, ça dépend, évidemment, le statut de stagiaire est un peu particulier dans ce cadre-là, j'en conviens. En sachant que vous avez des conditions d'exercice spécifiques, j'en ai parlé, en fonction des départements, mais même à l'intérieur d'un département, hein, en éducation prioritaire, vous avez un contexte d'exercice qui est différent du hors éducation prioritaire, bien entendu. Le cadre. Alors le cadre, il précise le contour de l'exercice d'un métier, hein. D'ailleurs, le cadre à la fois précise le contour, pardon, et puis il met en valeur, par exemple, mais il protège également face aux parents, que ce soit des questions qui émanent des parents relatives au programme, que ce soit des questions qui émanent des parents relatives aux sorties et voyages scolaires. Vous voyez, donc ça c'est un premier élément dont il faut que vous ayez conscience, c'est que ce cadre-là, il n'est pas là pour vous embêter, mais il est là pour vous protéger dans l'exercice de vos missions. Et rester à l'intérieur de ce cadre permet d'assurer ses fonctions le plus sereinement possible. Ça, c'est un premier élément. Alors, au niveau des textes essentiels, et puis après on terminera évidemment cette partie sur les textes, c'est le code de l'éducation. Là, bon, il y a un certain nombre d'éléments qui émanent de ce cadre-là, mais de ce code-là, donc c'est l'ensemble des lois et des textes qui régissent l'éducation, en gros, hein, si je schématise un petit peu. Le deuxième texte essentiel, alors celui-ci vous le connaissez, je pense, c'est le référentiel de compétences des enseignants. Pourquoi j'en parle? Parce que à partir de ce référentiel de compétences, vous allez être évalué en tant qu'enseignant stagiaire cette année. Vous allez être évalué quand vous serez titulaire, ou si vous êtes titulaire et que vous avez un rendez-vous de carrière, vous allez être évalué en lien avec ce référentiel de compétences, hein. Les items des rendez-vous de carrière, hein, sont peu ou prou issus de ce référentiel de compétences. Donc c'est pour ça que tout votre travail va s'inscrire à l'intérieur de ce référentiel de compétences. Il va falloir le connaître. Ça, c'est un élément important dont il faut avoir conscience. Et au regard de ce référentiel de compétences, va découler aussi un certain nombre de demandes de la part de l'institution. Les programmes scolaires et le socle commun, bon, bah, évidemment, ça c'est la référence, c'est ce qui va vous guider dans vos principes pédagogiques, dans votre action pédagogique à destination des élèves, hein, et donc à cet égard, mais on va en reparler un peu plus tard, pardon, mais vérifiez bien, petit conseil pratique,
que vos ouvrages sont en lien avec les nouveaux programmes, hein, parce on a un certain nombre de nouveaux programmes, en tout cas pour la partie français et mathématiques. Bon, excepté les CM2, c'est un cas un peu particulier, ça viendra dans un an, mais sinon pour les autres classes, vous avez des nouveaux programmes et vérifier que vos manuels sont conformes à ces nouveaux programmes. Alors, si vous avez des manuels qui reprennent les anciens programmes et les circulaires juste qui ont été publiés précédemment, euh, essayez d'aller voir sur le site des éditeurs. Bien souvent, vous avez des mises à jour hein, qui reprennent, euh, qui complètent, pardon, les manuels en attendant une version à jour de façon un peu plus définitive dans un an. Donc, les programmes scolaires et le socle commun, on ne peut pas concevoir un enseignant qui ne connaît ni les programmes scolaires ni le socle commun. Alors évidemment, il ne s'agit pas de connaître tous les items par cœur, mais savoir par exemple que on a certaines notions qui commencent à intervenir au niveau de telle classe, c'est important. Et notamment, c'est important dans votre relation avec les familles, puisque dans votre relation avec les familles, la plupart du temps, ont besoin quand même d'être rassurées. Hein. Et ce qui va les rassurer, c'est le fait que vous soyez un connaisseur, vous allez devenir, hein, vous avez le savoir maintenant dans l'être, hein, passer du savoir à être, passer de savoir à être, vous allez devenir des experts du système éducatif, de votre métier, hein, puisque vous allez devenir des professionnels, vous êtes en apprentissage pour les stagiaires, et vous allez devenir des professionnels, et vous devez avoir quand même une certaine assurance par rapport à cela, et pour asseoir votre crédibilité, il va falloir connaître ces programmes et le socle. Ça me semble important et essentiel en tant que professeur des écoles, notamment parce que, un exemple, hein, lors de vos réunions de rentrée, lors de votre réunion de rentrée avec les parents, vous allez avoir des questions. Mais alors cette année, comment ça va se passer? Qu'est-ce que les élèves vont devoir savoir? Venez avec lors de cette réunion de rentrée, quand bien même elle est assurée si vous êtes deux et que vous êtes avec un titulaire par le titulaire. Alors je vous invite quand même à intervenir lors de cette réunion de rentrée et à vous mettre d'accord avec votre titulaire si vous partagez la classe avec un ou une titulaire. Mais venez quand même avec des éléments hein, que vous allez aussi pouvoir apporter aux parents parce que ça va les rassurer de voir que face à eux, et avec leurs enfants, ils vont avoir quelqu'un qui connaît ce qu'il doit faire, hein, qui a sa feuille de route pour l'année. Autre texte, la charte de la laïcité. Alors c'est pas pour rien hein, que j'ai énoncé comme principe du système éducatif tout à l'heure et que je l'ai dit euh, et qu'on a parlé de la charte de la laïcité. Elle n'est pas à prendre uniquement pour le concours, mais au niveau de la laïcité, n'oubliez pas que vous avez un vade-mecum à l'intérieur duquel vous pouvez vous appuyer. Et à l'intérieur de ce vade-mecum, alors vous allez sûrement en entendre parler lors de ce qu'on appelle vos accueils institutionnels, que ce soit avec vos inspecteurs, que ce soit avec vos instituts de formation, hein, énoncé précédemment, ou peut-être en circonscription, hein, plus localement, vous allez sûrement avoir des éléments en lien avec la laïcité. Mais n'oubliez pas, si jamais vous avez des situations en lien avec la laïcité, hein, un refus d'enseignement par exemple, ou n'importe quel refus d'enseignement, des questions en lien avec le fait qu'un élève ne puisse pas suivre, excusez-moi, un enseignement à l'intérieur du vade-mecum de la laïcité. Vous avez un certain nombre d'éléments de réponse et à l'intérieur de votre classe, n'oubliez pas qu'il existe aussi le vade-mecum spécifique relatif au premier degré qui propose plus des aspects pédagogiques et didactiques, hein, parce que la laïcité, on a une réponse en lien avec le cadre, et dans le premier degré, d'ailleurs même dans le second degré, mais n'oubliez pas que nous avons aussi une valeur éducative, et ça, il faut bien en avoir conscience, d'où le fait que ce vade-mecum ait été enrichi d'éléments en lien avec ce qu'il se passe dans le premier degré, hein, et des éléments pour le coup très concrets. Donc n'hésitez pas à le consulter, vraiment, c'est un élément du cadre, je parlais d'un élément du cadre qui protège et qui est là aussi pour définir les contours, notamment dans les réponses à apporter face à certaines personnes. Là, c'est un exemple très concret. Et puis enfin, le dernier élément, je vais juste vous expliciter ça vraiment à la fin de ce live et de ce direct, très très brièvement le contenu de la circulaire de rentrée, mais la circulaire de rentrée, donc c'est un document annuel qui précise certains éléments, qui fixe les priorités annuelles. Par exemple, sur, bah là, je vais y revenir, mais
dans la circulaire de rentrée actuelle, là, celle qui vous donne cette feuille de route-là, il y a des éléments, il y a un rappel du cadre des usages de l'intelligence artificielle dans les classes. Voilà. Où il est explicité, par exemple, de façon très précise, qu'avec des élèves de cycle 3, et en tout cas pas avant le collège, mais à l'école, donc à l'école primaire, on ne manipule pas d'intelligence artificielle conversationnelle, par exemple, hein, ou générative en tout cas, c'est une des demandes institutionnelles que vous devez connaître. Ce qui signifie, et c'est pourquoi je vous en parle, parce que ça signifie que si vous le faites et malgré tout, alors c'est hors cadre, hein, et que votre formateur, votre évaluateur s'en aperçoit, ça peut vous mettre en difficulté. Alors ça veut pas dire, je parle avec les élèves, hein, je parle pas de vous. Alors attention, hein, avec les précautions d'usage qui s'appliquent hein, quant à l'utilisation de tels outils, qui ne sont pas mettre de côté, mais pour lesquels il y a une vérification et une citoyenneté à avoir dans leur utilisation, mais ce n'est pas le but de ce live de ce soir et de ce direct, donc j'en parlerai pas. Mais en tout cas, voilà, la circulaire de rentrée, elle donne un cap. Là, c'est un des exemples. Voilà pour les textes essentiels. Alors maintenant, vous avez, en tant que fonctionnaire et en tant que professeur des écoles, un certain nombre de droits et d'obligations, hein. Évidemment, alors ce sont ceux du fonctionnaire, hein, le secret professionnel, l'obligation de neutralité dans le cadre de son service, ça j'en ai parlé tout à l'heure, l'obéissance aux ordres, hein, vous avez quand même un devoir d'obéissance, alors évidemment, sauf si les ordres sont contraires à certains éléments en lien avec la Constitution et aux droits de l'homme, bien entendu, mais sinon vous avez quand même un devoir d'obéissance, hein, et vous pouvez être sanctionné pour cela. Euh, et ce, à l'intérieur du système hiérarchique. Alors, système hiérarchique, qu'est-ce que c'est? C'est que dans votre école, vous avez vos collègues, voilà, vous avez le directeur qui est une autorité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il a le droit de vous demander, par exemple, si jamais on décide de dédoubler des heures de récréation, je vous le dis parce que ça va être abordé, hein, le jour de la pré-rentrée, les jours des pré-rentrées enseignantes, concrètement, on aborde le planning du gymnase, les services, etc. Et si le directeur ou la directrice décide que pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de simplicité, on dédouble les services et il demande à ce qu'il y ait plus d'enseignants dans la cour de récréation, quand bien même vous ne serez pas d'accord, vous êtes quand même obligé euh, de, de, de- comment dire, de- de valider sa décision, et vous êtes obligé d'effectuer le service qu'il vous demande. Il peut par exemple, également, vous faire une remarque si vous êtes en retard, etc. Il va la faire remonter hein, à l'institution parce que vous devez évidemment être à l'heure. Hein, je rappelle, hein, vous devez être présent 10 minutes avant euh, la sonnerie. Voilà. Hein, donc si vous commencez à 8h30, votre service commence à 8h20. Et les éléments en lien avec le fonctionnement de l'école, donc c'est le directeur ou la directrice hein, qui a évidemment une autorité fonctionnelle là-dessus et donc qui peut, hein, et qui doit même, hein, je dirais, mais vous faire des remarques là-dessus. Et vous obliger à faire par exemple, je parlais du dédoublement des services, parce que les services, des fois, c'est ce qui peut être un peu compliqué dans certaines écoles. S'ils décident qu'il y a 5 enseignants de service dans une cour de récréation pour des raisons de sécurité, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais donc la chaîne hiérarchique, vous avez le directeur qui est une autorité fonctionnelle, mais votre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Alors, excepté dans l'enseignement privé, vous avez à la fois le chef d'établissement pour la partie administrative et à la fois l'inspecteur ou l'inspectrice de circonscription pour tout ce qui est pédagogique. Dans le public, au niveau administratif et pédagogique, votre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc, quand on s'adresse à lui, on s'adresse par la voie hiérarchique. En théorie, on doit suivre la voie hiérarchique. On adresse le courrier au directeur qui doit le transmettre à l'inspecteur. Et au-dessus de l'inspecteur, pour information, vous avez le directeur académique ou la directrice académique, puis le recteur ou la rectrice, et puis enfin le ministre. Voilà. Bon. Mais globalement, vous aurez la plupart du temps affaire aux directions d'école et à l'inspection de l'éducation nationale. Vous avez également des droits, hein, avec un droit syndical hein, qui est précis et documenté. Et par exemple, vous ne pouvez pas être inquiété pour une participation à une grève.
Hein, c'est pas une condition de non-nomination, bien entendu, hein, c'est interdit par la loi. Donc, vous avez le droit de faire grève, évidemment, à condition qu'il y ait un préavis qui a été déposé, mais ça, c'est pas le sujet non plus. Mais donc, ça vous donne un certain nombre de droits. Évidemment, attention, en cas de grève, hein, vous avez un délai d'information à votre hiérarchie, pardon, à minima 48 heures avant. Mais enfin bon, ça, vous allez être au courant de tout cela. Donc voilà, donc ça c'est un premier élément, en sachant que, évidemment, au niveau de la chaîne hiérarchique, l'objectif des inspections, c'est de vous accompagner au quotidien, hein. C'est pas de vous mettre des freins dans l'exercice de vos métiers, de vos fonctions, bien entendu. Vous avez, avec l'inspecteur, un certain nombre de personnes, que sont les conseillers pédagogiques, que sont les maîtres formateurs, que sont des enseignants ressources, qui sont là pour vous accompagner au quotidien dans l'exercice de vos fonctions. Pareil, vous avez des enseignants ressources, vous avez aussi par exemple le RAZ, et cetera, qui peuvent aussi vous accompagner dans l'exercice de vos missions. Alors, justement, quelles obligations de service? Alors, pourquoi j'en parle? Parce que vous allez voir, il y a quand même des incidences. Donc, vous devez 24 heures d'enseignement devant élèves, sauf cas particulier, plus 108 heures annuelles. Donc, c'est à peu près 3 heures hebdomadaires, qui se décomposent en 36 heures d'activité pédagogique complémentaire, hein, ça c'est le cadre, hein, dont je parlais tout à l'heure, 18 heures de formation continue, 48 heures de travaux en équipe et 6 heures de conseil d'école. Alors, il faut savoir que tout ce temps-là, il est calculé au prorata de votre quotité de travail, hein. Par exemple, pour les stagiaires à 50%, ce sera la moitié. Alors après, vous pouvez mixer. Donc, voyez avec les directions ce qui vous semble le plus opportun. Donc, par exemple, il peut y avoir des réunions qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles, même si c'est pas votre jour de présence ou votre semaine de présence dans l'école, ça pourrait être intéressant d'y participer, bien entendu. A contrario, peut-être que du coup, vous pouvez être libéré de certaines réunions, mais en tout cas, vous devez en assurer à minima, 50%. Certaines académies, petite parenthèse, hein, dispensent les stagiaires de 18 heures de formation continue, parce qu'elles considèrent que, elles donnent en échange une formation spécifique. Donc voilà, ça c'est peut-être une question aussi à aborder lors de ce qu'on appelle votre accueil institutionnel, c'est-à-dire lorsque vous serez reçu en tant que nouvel enseignant par l'équipe de circonscription ou par des équipes départementales, hein, ou par le directeur académique ou la directrice académique. Bon, ne lui posez peut-être pas la question directement, hein. Je pense qu'au niveau local, évidemment, vous avez les relais pour pouvoir répondre à ces questions-là, hein. Mais en tout cas, vous devez ces obligations de service-là et il faut savoir que c'est toujours en fonction de ce que l'on appelle votre quotité de travail. Impératif, ce qui est important, c'est de prévenir quand on s'absente, hein, puisque quand on s'absente, on a, un certain nombre de cas précis, hein, qui font que vous avez une autorisation d'absence qui est validée ou pas, que vous allez être rémunéré ou pas. Attention, dans l'éducation nationale comme dans la fonction publique, on a ce qu'on appelle une ancienneté générale des services. Ça, c'est important. Cette ancienneté générale des services, donc par exemple là, dans un an, vous allez avoir pour les stagiaires 12 mois d'ancienneté générale des services. Bon. Donc un mois, c'est à peu près 30 jours, hein. Enfin, on considère que c'est 30 jours. Si jamais vous vous absentez et que vous n'avez pas prévenu et que cette absence-là est déduite, dans un an, hein, donc au 31 août, au lieu d'avoir un an, donc 12 mois d'ancienneté générale des services, vous allez avoir 11 mois et 29 jours. Alors vous allez me dire, oui, bon, à un jour près, oui, si, parce que à un jour près, ce sont des éléments qui vont vous empêcher d'obtenir une promotion en même temps que les autres. Puisque pour obtenir une promotion, ça se fait évidemment, certaines promotions se font au regard du nombre d'années et du nombre donc de mois et de jours passés dans l'éducation nationale. Donc ce serait dommage de passer après tout le monde parce que vous avez une absence qui n'a pas été justifiée, par exemple. Et donc ça peut arriver. De même qu'au moment, alors c'est dans beaucoup d'années pour certains, mais un peu moins pour d'autres, au moment où vous avez demandé à partir à la retraite, il y en a certains qui ont la surprise, de voir qu'en fait, il y a 20 ans, ils avaient oublié de prévenir pour des absences et que ces absences-là, évidemment, elles sont déduites des journées de travail, donc ça fait des cotisations en moins. Donc, vous voyez, prévenez toujours, lorsque vous êtes absent, ne serait-ce que
Bon, déjà, c'est une obligation, hein, prévenez la direction et évidemment, votre inspection et puis ne serait-ce que par rapport à votre ancienneté générale des services, ce sera tout à fait bénéfique. Donc, j'en parlais, on prévient la direction pour organiser donc la répartition des élèves, ça c'est important. La circonscription ou le chef d'établissement pour privé. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va déclencher le remplacement, hein, et puis c'est toujours mieux de faire doublon parce que si jamais le directeur ou la directrice oublie de prévenir l'inspection, ensuite au niveau des inspections, c'est quand même pris en compte et ça permet de dépêcher un remplaçant. Si vous êtes en formation, vous devez prévenir votre institut de formation, que ce soit l'INSPE ou l'IFSEC. Ça, c'est extrêmement important. Et justifier votre absence, ça j'en ai parlé, je viens d'en parler à l'instant. Je rappelle que c'est important, hein, et sans cette enseignée-là, cette ancienneté-là, pardon, excusez-moi, elle sert parfois à départager les enseignants. Pareil, hein, lorsque on passe, on change d'échelon ou on est promouvable à la hors classe, par exemple, dans plusieurs années pour vous, bah, il y a des quotas qui sont fixés, et parfois ces quotas s'effectuent en plus de l'appréciation en fonction de l'ancienneté des services. Et n'oubliez pas qu'en cas de maladie, la première journée n'est pas rémunérée. Attention, la journée de carence va augmenter. Évidemment, cela n'est pas valable pour les grossesses, qui n'est pas une maladie, hein, d'ailleurs, pour les congés en maladie et cas spécifiques, etc., etc., etc. Alors, toutes ces situations, si vous n'avez pas la réponse à vos questions, n'hésitez pas à consulter les circulaires qui sont en vigueur dans vos académies et dans vos départements respectifs. Bien souvent, euh, toutes ces différentes situations-là font l'objet d'une circulaire annuelle et vous allez retrouver tous ces éléments-là dans cette circulaire avec le formulaire qui est proposé par la DSEN ou l'Institut de formation si jamais vous êtes en formation. Donc c'est important de s'y référer parce que ça va vous éviter bien des déboires administratifs. Donc là, on n'est pas dans l'alliance entre la didactique et les exigences institutionnelles, mais là, en revanche, c'est une exigence administrative institutionnelle. C'est normal, hein, c'est en même temps une obligation et puis on vous rémunère, donc c'est aussi normal de savoir où vous êtes. Ça a également un aspect important parce que si vous avez un accident, ce que je n'espère pas évidemment, mais faut savoir que votre assurance, si c'est sur votre temps de travail, elle va vous demander de également, hein, ce que vous faisiez si vous aviez le droit de vous absenter. Hein, par exemple, si vous devez accompagner votre enfant chez un spécialiste pour lequel on n'a pas de souplesse dans la prise de rendez-vous, hein, en fonction des spécialités, faut absolument demander une autorisation d'absence. Faut éviter les sous-coups, oui, bon, vas-y, au pire, tu arriveras un quart d'heure ou 20 minutes en retard, parce que si jamais, ce que je n'espère pas évidemment, vous avez un accident, votre assurance va vous demander, mais attendez, vous êtes enseignant, il est 13h45, vous deviez reprendre à 13h30, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là dans la rue? Et à ce moment-là dans votre voiture? Et là, vous pouvez être inquiété. Parce que quand on a un accident sur son temps de trajet, ça compte comme accident du travail, hein. Et évidemment, dans ce cas-là, c'est votre employeur qui prend en charge les frais. Donc vous voyez, ça dépasse juste cette régularisation administrative, hein. Il y a aussi des conséquences sur le plus long terme. Donc vraiment, vraiment, un élément à retenir, c'est quand on s'absente, on demande toujours une autorisation d'absence. C'est important. Alors évidemment, on ne prévoit pas d'être malade, sinon ça se saurait. Donc on prévient de son absence, après on la régularise, mais de toute façon, si vous allez voir le médecin, c'est pas un problème, ce sera régularisé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous êtes protégé. Ah, mais attention, une absence se justifie toujours. Alors, maintenant, nous allons aborder pardon, les documents réglementaires. Alors, vous avez un certain nombre de documents généraux, et on va les détailler un peu plus tout à l'heure. Les programmes et le socle commun, on en a parlé. Le référentiel de compétences, hein, il revient, c'est normal. Le projet d'école et le règlement intérieur, vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Et puis dans la classe, vous avez d'autres documents qui sont réglementaires. Donc vous avez la liste des élèves, par exemple, le cahier d'appel, qui est un document juridique, le livret scolaire, obligation de transmettre les résultats régulièrement aux familles, l'emploi du temps, les consignes de sécurité, l'affichage du drapeau, de la devise républicaine et des paroles de la Marseillaise. Et à ces documents-là, il faut savoir qu'il en existe d'autres en fonction des
de vos contextes d'exercice. Donc renseignez-vous sur les documents qui sont obligatoires dans la classe. Ça, c'est important. Alors, dans le détail, au niveau du programme, au niveau des documents généraux, donc vous avez les programmes et le socle commun, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. N'oubliez pas que cette année, nous avons de nouveaux programmes en mathématiques et en français. Alors, dès septembre pour les classes de maternelle, pour l'ensemble du cycle 2 et pour le CM1, et en septembre 2026 pour les classes de CM2. Voilà. Ça veut dire que concrètement, lors de vos visites d'évaluateurs, lors de vos visites de formateurs, lors de vos inspections si vous êtes concerné cette année, évidemment, le programme de référence, c'est le programme qui est en vigueur dès cette année, sauf pour les classes de CM2, en tout cas en français et en mathématiques. Enseignement moral et civique, je vais y venir. Donc, attention, il y a un certain nombre de progressions, de programmations qui circulent sur Internet. Il y a de fortes chances qu'elles soient caduques. Alors, il y a des ajustements parfois qui ont été faits à la marge, puis il y en a d'autres, un petit changement quand même un peu plus en profondeur. Donc, je vous invite vraiment à aller, si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter ces programmes. Ça doit être votre livre de chevet, si je puis dire, pour votre préparation de classe. Ça, c'est un point important, et vous devez les connaître, hein, je vous l'ai dit. Alors ça veut dire que, par exemple, lors de la visite de vos formateurs, vous devez être capable quand même enfin, c'est pas quand même, vous devez être capable d'indiquer, ce dont vous parlez, hein. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, quand un formateur vient vous voir, je sais pas moi allez, on parle de fraction décimale, si vous souhaitez, montrer une séance de fraction décimale, il va falloir quand même, à l'intérieur du programme, voir quels sont les éléments en lien avec l'enseignement de sa fraction décimale. Et les nouveaux programmes aussi explicitent, on va y venir après, mais explicitent un certain nombre de méthodes qu'il faudra évidemment mettre en application dans vos classes. Et par ailleurs, en EMC, vous avez également des nouveaux programmes. Alors, en CP, CE1, CM1 et CM2 en septembre. Alors, CP et CM1, c'est depuis septembre 2024 en réalité. Et cette année, ça s'y ajoute le CE1 et comment dire, le CM2. Mais donc, il faut connaître ce nouveau programme qui allie à la fois des éléments en lien avec les compétences civiques, en lien avec l'éducation aux médias et à l'information, hein, et aux compétences psychosociales, à la vie affective et relationnelle, etc., etc., etc. Et l'année prochaine, ce sera pour les classes de CE2. Donc ça veut dire que, mis à part les classes de CE2, les références au programme de MC, ce sont les références au programme de MC de 2024. Ça, c'est un point important à connaître. Donc, quand vous avez des programmations et des progressions, vous devez vérifier la conformité au nouveau programme. Ça, c'est un point important, hein. Je le répète, c'est là-dessus que vous allez être évalué. Donc, c'est un point important et donc une mise à jour s'impose. Alors, focus rapide, petite parenthèse sur programmation et progression. Alors, pour celles et ceux que j'ai accompagnés, ils savent très bien un peu l'image que j'utilise pour cela. Donc la programmation, qu'est-ce que c'est? La programmation, c'est la répartition des apprentissages dans l'année scolaire. Donc en gros, si on a une image à prendre, c'est un immeuble. Vous avez l'immeuble des mathématiques, l'immeuble du français, l'immeuble de l'EMC, l'immeuble questionner le monde pour le cycle 2, histoire, géographie pour les CM1, CM2 et pour le cycle 3, etc., etc., etc. Bon. Donc un par discipline. Et en gros, les progressions, la problématique, c'est comment vais-je organiser mon apprentissage d'une notion, hein. Donc, chaque notion représente un étage de votre immeuble. Et à l'intérieur, entre ces étages-là, il va falloir gravir des marches, bien entendu. Chaque marche représente une séance. Alors parfois, il n'y a pas besoin de 10 marches. Parfois, il n'y a besoin que de 4. C'est facile, c'est un étage qui est accessible. Puis parfois, il y a besoin de 10 marches. Bon. Et à l'intérieur entre ces marches, parfois vous avez des petits marchepieds pour aider, le petit coup de pouce. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler votre différenciation. Et donc, la programmation, en gros, c'est l'ensemble des thématiques de l'année, et les progressions, c'est comment je fais pour aller d'un point A à un point B. Par combien de séances je passe. Et à l'intérieur de ces séances, par quelles étapes je vais passer. Voilà. En gros, hein, la différence entre programmation
et progression, en tout cas tel que je les entends, tel que je les conçois. Alors après, il peut y avoir des petites subtilités, il peut y avoir des éléments de langage qui sont un petit peu différents, mais en gros, sur le principe, c'est la même chose. Donc par exemple, dans votre programmation, vous allez indiquer l'addition à retenue. Voilà, il n'y a pas besoin de détailler plus, hein. Donc peut-être que vous allez en parler au premier trimestre, en période 1, pardon, peut-être que vous allez en parler aussi en période 2, ça dépend de votre classe, etc., etc. Dans votre progression, hein, quand vous allez aborder, par exemple, si vous faites l'addition à retenue en période 1, c'est combien de séances je vais mettre en place pour que les élèves maîtrisent la technique de l'addition à retenue. Par quelles étapes? Et ça va être ma progression. Étape 1, je fais telle chose. Étape 2, je mets en place tel autre élément. Étape 3, encore un dernier élément. Étape 4, etc., 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 etc. Et ça, c'est ce qui va vous guider. Alors, ça sert à rien. Alors, évidemment, j'ai dit que ça n'exclut pas la démarche spiralaire. Enfin, je l'ai écrit, c'est important, hein. Ça veut dire que l'addition en retenue, on peut la revoir régulièrement, en apportant également des approfondissements, hein, mais c'est pareil pour toutes les notions, bien entendu. Mais attention, autant la programmation, c'est important parce que sur l'année, ça va vous donner des points de repère. Attention, les progressions, ça sert à rien de les faire tout de suite pour toute l'année, hein. Sinon, ça va être extrêmement chronophage. Là, je parle à destination des stagiaires et des personnes qui viennent d'entrer dans le métier. Ça va être extrêmement chronophage et vous n'allez pas vous en sortir. Il faut dormir un petit peu la nuit aussi. Puis profiter aussi de sa vie personnelle, c'est important également pour être épanoui. Mais néanmoins, comment dire, il est important de disposer d'éléments, mais vous allez voir que c'est pas figé, hein, c'est quelque chose. De toute façon, quand on est enseignant, on peut pas être rigide, c'est pas possible, hein. On a des imprévus à chaque instant dans une classe, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du métier, je trouve. Et puis on a des imprévus aussi dans l'année. Des fois, ça se passe pas comme ce que l'on avait prévu. Ça dépend du profil de classe, ça dépend aussi des projets, hein, puisque vous allez arriver dans une école. Peut-être que vous allez découvrir ça lors de l'après-rentrée vendredi, et vendredi, vous allez voir que finalement, en première période, vous allez avoir votre créneau piscine. Créneau piscine, ça peut occuper pas mal de temps. En plus, en plus, ça peut être plus ou moins long en fonction du temps de transport. Dans ce cas-là, il va falloir se réadapter en fonction de ces contraintes-là, hein, et vous allez réadapter vos progressions, je pense, au fur et à mesure. Alors, pour autant, ça sert à rien de changer tout le temps, toutes les semaines, hein. On fait un bilan à la fin de la première période et puis ensuite on voit ce que l'on reporte et on voit ce que l'on construit différemment, et la façon dont on s'organise différemment. Mais voilà, c'est un élément mouvant. C'est pour ça qu'il est important de ne pas tout préparer d'emblée. Ça, c'est un premier focus. Alors, les documents généraux, on revient aux documents généraux, et notamment au référentiel de compétences. C'est la base pour l'exercice de vos missions, j'en ai déjà parlé. Je répète que ces évaluations, enfin les évaluations des enseignants, reposent sur ce référentiel, hein. Les items, j'en ai parlé tout à l'heure, mais des rendez-vous de carrière pour les enseignants titulaires, ils ne sont pas liés au hasard, il y a des éléments en lien avec la relation avec les parents, avec la gestion d'équipe, évidemment avec les savoirs scolaires, et les apprentissages, etc., etc. Ça vient de ce référentiel-là, bien entendu. Et donc, il est important, pourquoi j'en reparle là? Parce qu'il est important d'être au clair sur les attendus de ce document. Ce document-là, c'est votre cadre et c'est ce sur quoi vos formateurs vont faire référence pour vous expliciter le contenu d'une visite, par exemple. Donc c'est pour ça que je réinsiste là, hein, mais il faut absolument le connaître pour votre information. Il est en projet, enfin il y a des éléments de réécriture, il est en projet, mais en tout cas, il est important de connaître ce référentiel de compétences. Alors, au niveau du projet d'école, alors c'est important de connaître le projet d'école. Pourquoi? Parce que, enfin, connaître en tout cas les grandes lignes et de le consulter à minima, parce que vous allez disposer d'un aperçu pour les actions et les projets en vigueur, et puis ceux prévus, hein, par exemple, si l'école est engagée dans un projet avec un partenaire, c'est à l'intérieur de ce projet d'école-là de ce projet d'école, pardon, que ça va être indiqué. Et c'est d'ailleurs ce qui va justifier euh,
dans certains cas, les interventions des intervenants extérieurs, hein, puisque les interventions des intervenants extérieurs, elles doivent être conformes au projet d'école. Et chaque année, on a ce qu'on appelle un avenant, et ça permet d'inscrire votre classe dans une ou plusieurs actions. Ça, c'est important, hein. Et vous, ensuite, bon, vous découvrirez ça, pardon, probablement vendredi, hein, lors de la pré-rentrée, mais c'est important d'en avoir connaissance parce que ça va vous donner quelques éléments supplémentaires. Voilà. En plus, souvent il y a un diagnostic, ça vous permet de disposer d'un diagnostic de votre école. Autre document, alors là pour le coup, ça va vous servir également de référence, c'est le règlement intérieur. La plupart du temps, on en parle avec les élèves le jour de la rentrée. Alors ce règlement intérieur-là, de l'école qui est en général conforme à un règlement type départemental, il fixe les règles générales de l'école. Mais c'est important parce que c'est à ce règlement que vous ferez référence si par exemple vous avez des parents qui arrivent en retard, ou s'il y a des objets qui ne doivent pas être emmenés à l'école, bah, vous allez rappeler aux parents qu'ils ont signé un règlement intérieur au début de l'année et que tel objet est interdit par le règlement intérieur, donc que leur enfant n'a pas à apporter tel ou tel objet, hein. Ça, c'est un point important et il faut que, voilà, faut que vous connaissiez et vous soyez au clair avec cela. Et c'est un élément du cadre qui vous protège aussi, hein. Si on est dans le cadre qui protège, dont je parlais il y a 30-40 minutes, c'est important de connaître le règlement intérieur. Et c'est d'autant plus important que si jamais vous souhaitez enfin, je vous invite à le faire, hein, fixer des règles dans la classe, elles, elles doivent respecter ce règlement intérieur. Alors, au regard des règles de classe, attention, dans votre classe, l'autoritarisme, ça ne sert à rien, hein. Donc évidemment, on allie rigueur, autorité et bienveillance, ça c'est un point important, hein, puisque la bienveillance ne veut pas dire qu'on laisse faire tout et n'importe quoi, elle ne veut pas dire qu'on n'a pas de rigueur et dans l'exercice de ses fonctions et d'exigence vis-à-vis des élèves, hein. Attention, parfois il y a une confusion qui est faite, mais évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, donc ça c'est un point important. Alors au niveau des règles de vie de la classe, faites attention et soyez voilà, ayez une idée de la façon où vous souhaitez formuler les règles. Parce qu'évidemment, ça a une incidence directe sur la façon dont elles vont être perçues par vos élèves. Et ça, c'est un élément que vous allez construire avec vos élèves, hein. Les règles de vie de la classe, elles se construisent avec les élèves, ça fait plus de sens. Et ça permet aussi de les expliciter et de les légitimer, hein. Mais évidemment, il ne faut pas que ces règles-là soient en contradiction avec le règlement intérieur. Et un élément en lien avec ces règles de classe auquel il faudra faire attention, c'est la garantie des règles dans la classe, hein. L'équité face à la garantie de ces règles dans la classe. Comment, en tant qu'enseignant, vous allez être le garant de ces règles de vie de classe, hein. Quelles sanctions, quels outils vous allez mettre en place dans votre classe. Alors, est-ce que c'est un thermomètre de comportement? Est-ce que ça vous semble pertinent ou pas d'avoir une note de comportement, d'avoir des permis à points, etc., 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 etc. On va pas en parler ce soir parce que c'est pas l'objectif, mais tous ces éléments-là, vous allez devoir y réfléchir avant de les mettre en place avec vos élèves, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre en place un fonctionnement de classe et d'y revenir, hein. Ça fait des allers-retours, et là, c'est déjà, les élèves vont être complètement perdus, et puis vous, ça va pas être confortable du tout. Voilà. Et évidemment, ces règles de classe-là sont comment dire, établies également avec, si vous êtes plusieurs sur une classe, avec les co-titulaires, hein, de la classe. Bien entendu, c'est important. Si vous êtes 2 stagiaires, avec l'autre stagiaire, c'est également important, ou avec le titulaire, voilà. Bon. Et à cet égard, hein, vous avez également voix au chapitre, bien entendu. Alors les documents de la classe, dans la classe, vous avez la liste des élèves. La liste des élèves, elle est obligatoire. Vous devez avoir la liste des élèves dans votre classe, hein, ne serait-ce que parce que ça vous permet de voir qui est dans votre classe ou pas. En plus du cahier d'appel, attention, c'est pas la même chose, mais vous devez avoir la liste des élèves de la classe. Le cahier d'appel, c'est un document juridique. Donc c'est un point qui doit avoir toute votre vigilance quand vous le remplissez. C'est à renseigner chaque demi-journée. Alors c'est un document juridique, ça veut dire qu'il peut être demandé dans le cadre d'une instruction judiciaire, et ça engage en partie
avec vos directions d'école, votre responsabilité. Mais pas que. C'est pas uniquement dans le cadre d'une instruction judiciaire. Par exemple, quand vous avez des parents qui sont séparés. Bon, vous avez un parent qui habite par exemple près de l'école et puis l'autre qui habite en province. En province, excusez-moi, en tant que Parisien, je dis ça. Je vais reformuler mon propos. Un parent qui habite près d'une école et l'autre qui habite dans une autre région. Cet autre parent-là, s'il dispose de l'autorité parentale, et attention, la plupart des parents disposent de l'autorité parentale, hein, il ne faut pas confondre autorité parentale et droit de visite, c'est pas la même chose, hein. Vous avez des parents qui n'ont pas le droit de voir leur enfant plus d'un week-end sur 2 par exemple, hein, par une décision de justice, mais pour autant ils ont l'autorité parentale, hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont le droit de venir récupérer leur enfant tout le temps, hein, mais ils ont, ces parents-là, l'autorité parentale. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont en détention qui ont aussi l'autorité parentale. Donc ça, voilà, hein, faut être vigilant par rapport à ça, qui ont un certain nombre de droits vis-à-vis de leur enfant. Ça, c'est important aussi à connaître. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que l'autre parent, le parent qui habite loin de son enfant, il peut, s'il le souhaite, demander à l'école le relevé des absences de son enfant. Faut le savoir. Et que va faire le directeur ou la directrice? Il ou elle va aller prendre le cahier d'appel et va regarder si l'enfant était présent tout le temps ou à quel moment il était absent. Hein, vous voyez? Donc, ce cahier d'appel, c'est un document juridique et il est à renseigner à chaque demi-journée. Ça, c'est important. Donc, mettez régulièrement la liste à jour. Ça, c'est un point important. Si elle change, ben, il faut la mettre à jour, hein, votre liste de classe. Et pareil, hein, si vous pouvez avoir des décisions de justice, si le juge vous le demande, vous devez fournir la photocopie ou l'original d'ailleurs du cahier d'appel. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec le cahier d'appel. Donc c'est un document que vous devez avoir tout le temps. Mais bon, les directions d'école sauront mieux vous en parler que moi. Enfin, en tout cas, vous le reprécisons. Dans la classe, on a également un livret scolaire. Alors actuellement, on est sur en tout cas pour les élémentaires, au niveau d'un livret scolaire unique, hein, ce qu'on appelle le livret scolaire unique, qui est un livret numérique, mais c'est une obligation. Vous avez obligation de rendre compte régulièrement aux familles des résultats de leur enfant. À l'école maternelle, le fonctionnement de l'évaluation, alors après, à vous également en élémentaire de voir comme vous souhaitez, hein, faire fonctionner les évaluations, mais à l'école maternelle, ces évaluations-là fonctionnent un peu différemment, hein, on est sur un carnet de réussite, mais c'est pareil, c'est un document que vous devez avoir, qui fonctionne différemment du livret évidemment en élémentaire, mais en maternelle. Vous devez rendre compte régulièrement des progrès, hein, des enfants aux familles. Et puis, vous avez également l'emploi du temps. Alors l'emploi du temps, évidemment, il doit respecter les horaires des disciplines. Attention, les horaires indiqués à l'intérieur des textes officiels ne tiennent pas et ne prennent pas en compte euh, les récréations. Donc, à vous de retrancher un peu dans toutes les disciplines les horaires de récréation pour que ça rentre. Attention, petite mise en garde au cycle 3. Le constat, c'est que quand même l'étude de la langue occupe un volume horaire trop important. N'oubliez pas, à partir du cycle 3, enfin même un peu avant, mais à partir du cycle 3, l'étude de la langue est au service des compétences langagières, c'est-à-dire qu'il doit y avoir plus de compétences langagières, lecture, écriture, en gros, au sens large, hein. Ça veut dire production d'écrit, ça veut dire étude de texte, etc., que l'étude de la langue. Ça ne veut pas dire qu'on pratique des activités décloisonnées, qu'on ne pratique pas, pardon, des activités décloisonnées d'étude de la langue, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne pratique pas d'étude de la langue à l'intérieur de la lecture et l'écriture quand on étudie un texte, mais attention à ces proportions-là. C'est précisé dans les documents d'application, hein, des programmes. Et puis dans la classe, vous avez également les consignes de sécurité. Bon, ça c'est à vérifier, hein, les plans d'évacuation, ça c'est un impératif. Et puis j'en parlais tout à l'heure, l'affichage des drapeaux, de la devise républicaine et des paroles de la Marseillaise qui doivent figurer dans toutes les classes. Donc à vous aussi de voir si dans votre classe ces documents-là figurent. Nécessaire mais pas obligatoire pour autant, mais je vous conseille évidemment d'avoir votre programmation, parce que ce qui va ce qui va permettre aussi de témoigner de votre travail, hein, de votre préparation, en plus des fiches de préparation, mais ça, demandez aux personnes qui vous suivent quelles sont leurs exigences dans ce domaine-là, hein, sachant qu'une classe, ça se prépare, ça ne s'improvise pas, ça c'est important.
et puis les progressions, bon, on en a parlé tout à l'heure, et la pyramide des âges. Alors, la pyramide des âges, l'avantage, c'est que ça permet de disposer du profil de sa classe. Et ce n'est pas anodin. Grande vigilance, très grande vigilance sur les élèves de fin d'année. Il est normal dans une classe d'avoir un décalage, ne serait-ce que pour ça, hein. Si vous prenez la petite section de maternelle, vous avez des élèves, pour les personnes qui seront en petite section, vous allez avoir des élèves qui ont 3 ans depuis 6 mois, et vous allez avoir des élèves qui auront 3 ans dans 4 mois. Donc entre les deux, il y a quasiment un tiers de vie en plus. Je vous laisse voir les compétences au niveau de la dextérité et du développement de l'élève euh, qui ont été mises en œuvre chez les élèves qui sont nés en janvier au regard des élèves qui sont nés en décembre ou fin décembre. Donc vraiment, soyez vigilants. Et la pyramide de la classe, elle permet de voir si vous avez un profil d'élève plutôt né en fin d'année. Vous savez, des élèves nés en fin d'année, des fois on ne le voit pas forcément, et qu'avec la date de naissance, on n'a pas forcément conscience. La pyramide des âges permet de prendre conscience de cela. Et, en ce sens, pardon, pour moi, c'est un outil important, hein, et ça permet aussi de voir que, on a de toute façon, le développement il est différent d'une personne à l'autre, hein. On n'évolue pas de la même manière. Les élèves n'évoluent pas tous de la même façon non plus. Normal qu'il y ait des élèves qui apprennent à lire plus rapidement que d'autres. Attention, certains apprentissages sont aussi induits par l'âge des élèves. N'oubliez pas qu'en petite section, je le répète, vous avez des élèves qui ont 3 ans depuis 6 mois et d'autres, voire plus, hein, au mois de janvier, et depuis 7 mois, c'est 8 mois, excusez-moi, je vais y arriver, et d'autres qui auront 3 ans dans 4 mois. C'est extrêmement important et à prendre en compte. Attention au regard de tous ces documents, n'oubliez pas qu'il en existe d'autres dans des contextes d'exercice différents, hein. Vous pouvez avoir des exigences locales également. Alors, un petit focus rapide sur la responsabilité des enseignants. Alors, l'enseignant responsable de ses élèves durant le temps scolaire, le matin et l'après-midi, la responsabilité elle s'exerce au niveau de la sécurité et des apprentissages, hein. Vous êtes garant des apprentissages des élèves. C'est important. Le socle commun, c'est un texte officiel qui garantit qu'à la fin de la scolarité, les élèves ont acquis un socle minimum. Donc ça, c'est un point important à savoir. Donc la seule responsabilité, elle commence 10 minutes avant le début de la classe, y compris en cas de surveillance partagée. Attention, attention, grande vigilance, notamment entre 13h20 et 13h30 ou 13h50, 14h en fonction des cas de figure. Vous avez parfois des animateurs de cantine que les mairies mettent à disposition des écoles. S'il arrive un accident au moment de l'accueil des élèves entre 13h20 et 13h30, quand bien même il y a des animateurs de cantine, c'est vous qui êtes responsable en tant qu'enseignant. Donc ça, c'est important. Il faut savoir aussi que l'enseignant de la classe est responsable de ses élèves durant la récréation, quand bien même vous n'êtes pas de service. Vous restez responsable des élèves de votre classe. Donc ça, c'est un élément quand même à connaître, hein, au niveau de votre responsabilité. Et puis, bon, le registre d'appel, je ne vais pas revenir dessus puisque je l'ai pas mal développé. Et évidemment, les parents doivent fournir le motif de l'absence dans les 48 heures. De toute façon, c'est la direction qui gère les absences des élèves. Donc voilà, élément concret, hein, si en cas d'absence d'élèves, allez voir les directions. Mais ça vous sera sûrement reprécisé lors des pré-rentrées, et notamment lors de la journée de pré-rentrée de jeudi. Nous allons maintenant aborder une question qui est sujette parfois à controverse, qui, euh, qui est la liberté pédagogique. Alors, dans le Code de l'éducation, alors j'ai mis l'article, hein, donc le Code de l'éducation dispose dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que concrètement, la liberté pédagogique, elle est extrêmement encadrée, à la fois par les programmes et par les instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale. Et ça, c'est un point qui est parfois méconnu, évidemment. Donc, faites extrêmement attention à cela. On ne peut pas se retrancher derrière une liberté pédagogique pour faire n'importe quoi. Ça, c'est un point important. Évidemment, c'est aussi dans le cadre du projet d'école, sous le contrôle des IEN. Ça, c'est important. On a une liberté de méthode et de support, par exemple. Alors, après, il existe des bonnes choses et des moins bonnes choses, hein. Par exemple, moi personnellement, j'ai beaucoup à dire sur l'usage des fichiers dans les classes. Voilà. Pour différentes raisons, pour des raisons didactiques et pédagogiques, bien entendu.
Donc il y a des limites qui se vérifient en général, hein, mais pour autant, vous avez le choix d'avoir un fichier dans votre classe. En revanche, ce fichier-là doit être conforme et grande précaution sur le choix du fichier, etc., etc. Personnellement, à titre d'inspecteur, moi, j'y suis pas favorable, mais ça, c'est encore autre chose. Les limites, évidemment, c'est le respect du programme, ça se fait dans le respect du programme, du socle commun, des textes et du contenu important au regard de l'âge des élèves. Hein. Évidemment, il y a des choses qu'on ne montre pas aux élèves en fonction de leur âge, bien entendu. Et l'autre limite, c'est l'harmonisation au sein de l'équipe. Hein. C'est-à-dire que si au sein de l'équipe, on utilise une méthode commune, par exemple en mathématiques, en cycle 2, bah, évidemment, vous devez vous y conformer, hein. C'est-à-dire que, alors c'est pas une obligation pour autant, mais pour assurer une cohérence, ce sera quand même bien mieux et ce sera quand même bien mieux également dans la réponse que vous allez apporter aux familles et puis, vis-à-vis des apprentissages auprès des élèves, bien entendu. Ah donc un exemple, hein, le choix d'un manuel est relativement libre, évidemment, à partir du moment où ce dernier respecte les programmes et les méthodes préconisées par le ministre chargé de l'instruction, le ministre chargé de l'Éducation nationale. En revanche, on n'a pas le droit de supprimer une discipline. En revanche, on n'a pas le droit de- d'ajouter n'importe quel contenu dans une discipline. Et on doit étudier tous les items à l'intérieur d'une discipline. Voilà. Voilà le respect de la liberté, ce qu'est la liberté pédagogique et ce par quoi elle est encadrée. Alors, quel protocole d'accueil des élèves? Maintenant, nous allons parler de cette spécificité-là. Donc, pour le concours, pour ceux qui ont passé le concours, ça va vous parler. On a un certain nombre de protocoles d'accueil, que ce soit au niveau des adaptations pédagogiques ou des pathologies. Donc, PAI, pour tout ce qui est pathologie, alors j'ai mis chronique, mais ça aurait pu être aussi pathologie médicale ou mentale aussi, hein. On parle de la santé mentale des jeunes. Il y a certains jeunes qui ont des troubles scolaires anxieux et dans ce cas-là, qui bénéficient d'un PAI également. Hein. Le PAP, c'est pour les troubles d'apprentissage, ça vous le savez. Le PPS, c'est pour les élèves en situation de handicap et pour le PPRE, c'est au regard des difficultés ciblées. Donc, il faut savoir que ces documents-là, alors, comment dire, ils garantissent, ils ont pour but aussi de garantir aux élèves un certain nombre de droits. Hein, c'est-à-dire que si l'élève doit bénéficier, par exemple, d'un traitement parce qu'il a une pathologie, c'est une obligation. Vous n'avez pas à vous y opposer. Vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Pareil, dans le cadre d'un PAP, et ça, il y a souvent des contentieux dans ce domaine-là, mais si vous avez un PAP qui est mis en place avec un certain nombre d'aménagements à mettre en œuvre, vous devez les mettre en application. Et d'ailleurs, c'est pas dans le premier degré, on le voit moins, mais dans le second degré, notamment au niveau des, des, des examens que sont le brevet, par exemple, ou le baccalauréat, vous avez des aménagements qui sont proposés à ces élèves-là, hein, que l'institution doit obligatoirement mettre en place, et l'institution elle est redevable aux yeux de la loi de ces aménagements-là. Donc, dans le premier degré, on n'a pas ce caractère-là. En revanche, vous devez mettre en place ces aménagements qui sont préconisés. Et puis de toute façon, s'ils sont préconisés, faut se sortir l'idée de familles qui font ça parce que ça les arrange. Alors, c'est peut-être à la marge, et encore, hein, il y a sûrement de très bonnes raisons. C'est peut-être à la marge, mais si ces aménagements-là existent, c'est que les élèves en ont besoin. Hein. Donc, une fois qu'on sait ça, tout de suite, ça va mieux. Et puis, on met en place ces aménagements-là. Et à l'intérieur d'un certain nombre de documents, vous avez la liste de ces aménagements. Par exemple, le GVASCO, pour les élèves en situation de handicap, à l'intérieur de ces GVASCO, vous avez en général tout ce qui est besoin et mise en œuvre des besoins. Voilà, est-ce que cet élève-là a besoin d'une reformulation des consignes, d'un temps plus long, etc., etc., au regard de son handicap, c'est précisé dans le GVASCO. Ou pareil, au niveau du trouble d'apprentissage, est-ce que l'élève a beaucoup de difficultés à écrire, donc il a le droit d'utiliser un clavier? Ça sert à rien de s'acharner à le faire écrire. Hein, si dans le PAP c'est indiqué qu'il ne peut pas écrire, ça sert à rien de s'acharner. Il faut respecter bien entendu le PAP. Ou s'il a besoin de lignes spécifiques, de lignages spécifiques, etc., etc., tout ça est précisé dans le PAP. Voilà. Donc en gros,
Tout ça, vous devez le connaître et notamment, par exemple, je prends quelque chose de tout bête, hein, le PAI et les élèves qui ont de l'asthme. Lorsque vous êtes en sortie ou lorsque vous êtes en EPS, il faut connaître vos élèves pour qu'ils puissent éventuellement prendre le traitement s'ils en ont besoin, hein. C'est pour ça qu'il est important de connaître tous ces documents-là et les élèves qui en ont besoin. Mais la plupart du temps, heu, évidemment, les directions sont au courant, hein, de ces aménagements-là. Donc consultez les directions d'école. Si jamais il y a un petit oubli au niveau de la passation, demandez aux directions d'école dès vendredi si vous avez des élèves dans votre classe qui ont un plan spécifique. Évidemment, tout cela renvoie à l'école inclusive, hein, et l'école inclusive, on ne peut pas vous redonner tous les textes de loi en lien avec cette école inclusive, mais il faut savoir que pour vous accompagner dans l'inclusion, vous avez un certain nombre de professionnels ressources. Vous avez le RASED, par exemple. Vous avez, alors à l'intérieur du RASED, on a des enseignants à dominante relationnelle, des enseignants à dominante pédagogique. Vous avez le ou la psychologue de l'éducation nationale. Vous avez aussi le médecin, infirmières scolaires qui peuvent être présents pour vous apporter des, des réponses à vos questionnements. Vous avez les conseils pédagogiques, vous avez également des enseignants ressources et des enseignants ressources qui peuvent être par exemple des enseignants d'Ulysse, hein, d'un dispositif Ulysse, on appelle ça un coordinateur Ulysse, ou des enseignants du PE2A pour les élèves allophones, qui peuvent aussi être des enseignants ressources qui pourront vous apporter des éléments au regard de ces élèves. Et sur internet, n'oubliez pas que vous avez sur la page de l'école inclusive, vous avez évidemment un dossier complet sur EduSchool qui va pouvoir vous aider, vous apporter un certain nombre d'éléments. Alors, tous les professionnels que je viens d'énumérer, évidemment, en fonction des départements, il y a une mise en œuvre qui est différente, hein, et puis ça dépend. Il y a des départements qui ont un peu plus de difficultés à pourvoir à tous ces postes-là, mais globalement, au niveau national, c'est ce qui se passe, mais je précise qu'il peut y avoir évidemment un contexte différent en fonction des académies et des départements, bien entendu. Je vais maintenant parler de la posture professionnelle. Alors, qu'est-ce que la posture professionnelle? La posture professionnelle, elle regroupe à la fois des éléments en lien avec l'éthique, qui comportent une certaine neutralité et une loyauté institutionnelle, hein. Vous devez être loyaux envers votre institution. Après, vous avez le droit d'avoir vos opinions, hein, vous pouvez l'exprimer même à titre citoyen et dans le caractère privé, à condition qu'on ne puisse pas vous identifier votre fonction, ça c'est encore autre chose, on peut en parler là, mais vous avez un certain nombre d'éléments liés avec votre posture à respecter. On a parlé des droits et des devoirs, donc ça je vais y revenir, mais ça implique, notamment dans votre relation au quotidien, une juste distance à trouver avec les élèves et les familles. Et ça, c'est un élément important. Il en est de même, hein, au niveau de votre autorité éducative, on a à la fois une bienveillance et une certaine fermeté. C'est important. Et donc à vous, en tant que professionnel de l'éducation, de fixer vos éléments propres, hein. En tant qu'enseignant, c'est à vous de fixer aussi et d'être au clair sur les limites que vous vous fixez et que vous fixez aux élèves, par exemple, au bruit dans la classe, hein. Cette limite-là, elle est forcément différente d'un enseignant à l'autre. Donc à vous de voir quelle est la limite que vous posez. Et au niveau de la distance avec les familles, soyez très vigilants à certaines situations. Donc, par exemple, un rendez-vous formel avec un parent est beaucoup plus intéressant et nécessaire que de discuter au portail. D'une part parce que dans les discussions au portail, il peut y avoir des éléments qui vont gêner la famille parce qu'il y a peut-être pas forcément envie que que d'autres parents ou que les camarades de la classe de l'élève soient au courant de sa problématique. Quand bien même vous avez l'impression que c'est pas grand-chose, ça peut froisser certaines familles. Donc, proposer un rendez-vous, c'est important plutôt que de discuter de façon informelle au portail. Alors, il faut partir du principe que les parents ont besoin d'être rassurés, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, il est important, vous, en tant que professionnel, de savoir de quoi vous allez parler, mais c'est le cas, hein, puisque vous avez eu le concours et que vous allez être des enseignants stagiaires. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, vos réponses, évidemment, elles vont asseoir votre crédibilité,
hein. Donc les parents ont besoin d'être rassurés. La plupart des questions des parents, c'est en général parce qu'ils sont inquiets, et puis vous avez des parents des fois qui reviennent tout le temps, vous posez des questions le soir en permanence, en permanence, en permanence. Ce que vous pouvez faire, si c'est le cas, c'est proposer à cette famille-là un rendez-vous pour aborder la façon dont ça se passe avec leur enfant. Et pour les rassurer, ou pour aussi expliciter hein, ce qui pose problème. Alors attention, en tant qu'enseignant, on n'est pas prescripteur de rendez-vous médicaux, hein. Si vous avez un doute, vous en parlez à la psychologue de l'éducation nationale ou au médecin scolaire. Mais en tout cas, euh, vous devez rassurer les familles face aux problématiques qui se posent vis-à-vis de leur enfant. Ça, c'est un point important. Euh, Pas de off sur les élèves, ça c'est également important, hein. C'est-à-dire que on ne fait pas de commentaires sur une famille qui vient vous voir, qui vous dit oh là là, il arrête pas de se faire embêter par telle et telle personne. Vous n'avez pas à dire ah oui, en effet, alors lui, avec lui, de toute façon, c'est toujours compliqué. Vous savez jamais ce que ça devient ce off. Vous savez jamais ensuite, alors déjà, pour une histoire d'éthique et de déontologie, mais d'autant plus que vous ne savez pas ensuite la façon dont ça va être interprété et la façon dont ça peut se retourner contre vous, hein. Donc, soyez extrêmement vigilants et particulièrement si vous habitez à côté de votre école ou si vous habitez dans le même village ou dans la même ville de votre lieu d'exercice, faites extrêmement attention à la façon dont vous parlez de votre classe, hein. Même évidemment dans les autres cas de figure, mais d'autant plus dans ce cas de figure-là, hein. Donc, pas de off sur les élèves, ça c'est important. Euh, Éviter évidemment les dialogues informels, ça j'en ai parlé. La crédibilité, j'en ai parlé également. Ça veut dire qu'il est important de préparer sa réunion de rentrée. Vous allez avoir une réunion de rentrée avec les familles. En fonction des équipes, ça peut être extrêmement rapide, hein. Ça se trouve, ça peut être la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, ça peut être la semaine d'après, etc., etc. Donc c'est important de préparer sa réunion de rentrée. Lors de cette réunion de rentrée, il va falloir que vous ayez des éléments sur la façon dont ça va se passer dans l'année et sur enfin, sur ce que vous allez faire avec les élèves. Il n'y a pas besoin de tout détailler, hein, mais ne serait-ce que donner quelques exemples, c'est important, ça va montrer que vous connaissez et que vous êtes renseigné, que vous connaissez ce que vous allez faire dans votre classe. Et ça, ce sont des éléments qui rassurent les familles, bien entendu. Dans la relation aux élèves, euh, et au niveau de son statut d'enseignant, il faut savoir qu'être professeur, pardon, ça se construit. Ah, donc, évidemment, on fait preuve d'humilité, hein, j'ai mis ne pas hésiter à faire preuve d'humilité, on est humble dans l'exercice de ses fonctions. C'est vrai que les monsieur et madame je sais tout, c'est assez insupportable, bon, par rapport vis-à-vis de vos collègues, mais également vis-à-vis des élèves, hein. Donc, voilà, c'est important de le savoir, en sachant évidemment que le but, enfin, être aimé de ses élèves, c'est pas un objectif. Évidemment, ça veut pas dire qu'on les rejette et qu'il n'y a pas de construction de relations. Mais faites attention, à force de vouloir parfois être aimé, trop aimé de ses élèves, on en vient à être dans une relation copain-copine, vous voyez, une prise de distance qui n'est pas suffisamment bonne. Et ça va forcément créer des problématiques dans la classe, hein. Donc, les élèves ont besoin d'un cadre qui est structuré et rester dans ce cadre-là. Et vous allez voir que la relation avec les élèves, elle va se construire à l'intérieur de ce cadre-là. Et c'est pas parce que vous fixez le cadre que vous n'allez pas pouvoir construire une relation avec vos élèves, bien entendu. Vous devez rester professionnel et dans l'échange, bien entendu. Attention à ce qu'on appelle les violences douces. Ah, c'est encore un tel qui a fait ci. Ah, c'est encore un tel qui a fait ça. Ah non, mais ah oui, ça m'étonne pas. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Ça, moi, c'est ce que j'appelle les violences douces. C'est ce que certains des formateurs aussi appellent les violences douces. Et ça, ce sont des éléments qui pourrissent complètement la relation entre un élève et vous. Et mettez-vous à la place de l'élève, hein, d'avoir systématiquement des remarques qui peut-être ne sont pas en plus justifiées, qui peut-être vous paraît justifiées au regard de vos attentes, mais peut-être que l'élève ne le perçoit pas de cette façon-là. Donc évitez cela, ça va vous pourrir votre relation, puis même au niveau de la bienveillance vis-à-vis des élèves, on ne fait pas ça.
Et on fixe le cadre dès le premier jour de classe, hein. Au niveau le premier jour de classe, vous allez, évidemment, il va y avoir l'appel, noter, pensez à faire un plan de classe où vous allez noter le nom des élèves parce que c'est plus simple d'interpeller un élève par son prénom que de dire à votre élève, à vos élèves: «Oh, toi déjà avec le pull jaune, tu t'appelles comment? Ah oui, est-ce que tu peux éviter de bavarder?» Bon, ça a moins d'impact, pardon, que si vous donnez tout de suite le nom de l'élève. Et ça, vous pouvez le donner à partir du moment où vous faites le plan de la classe, évidemment. Et donc voilà, c'est des éléments, et ça installe aussi une relation, et ce dès les premiers jours de classe, et c'est important. Dans la relation à son équipe, il est important aussi de veiller à cette relation-là, hein. Et notamment, vos collègues sont vos partenaires, hein, donc il est important de construire une relation de confiance, pardon, avec vos collègues, hein, puisque c'est l'équipe avec laquelle vous allez travailler durant toute l'année. Alors encore plus enfin même dans tous les cas de figure, encore plus quand ce sont des petites structures, parce que vous n'aurez pas le choix, mais y compris avec des grandes structures, des grosses écoles, pardon, la relation avec ses collègues, la relation de confiance, elle est importante à installer, hein. Et la relation de confiance, elle s'installe aussi avec au niveau de la posture. Si vous arrivez en mâchant le chewing-gum, portable vissé à l'oreille en permanence, vous voyez, c'est des éléments qui, vendredi matin, vont faire que vos collègues vont être fixés sur ce qu'ils pensent de vous. Alors, c'est du jugement ce que je dis, mais c'est malgré tout important de veiller à ce que votre posture, elle soit également présente dans la relation que vous allez avoir avec votre équipe, et dès le premier contact, hein, vendredi matin. Évidemment, si vous faites la tête ou si vous souriez, ça risque d'impacter le reste de votre année. Euh, donc il est important de rester professionnel dans l'échange, même s'il y a des éléments qui vous contrarient. De toute façon, on sait très bien une remarque agressive ou une réponse agressive, ça ne va pas faire avancer le débat. Laissez reposer, et ensuite, vous pouvez expliciter, n'hésitez pas. Écoute, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis un peu embêté parce que moi j'avais plutôt prévu ça, et au niveau de mon organisation, c'est compliqué pour moi, d'autant plus dans la prise de connaissance du métier, et cetera, et cetera. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple que de dire: «Ah non, mais là, attends, vu ce que tu m'as dit, non, c'est pas possible, j'ai pas envie de faire comme ça». Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de rester professionnel et dans l'échange. Et en cas de problématique, n'hésitez pas à solliciter la direction de l'école, hein, puisque la direction de l'école est là pour assurer un pilotage pédagogique de l'équipe, et administratif aussi, hein, à l'instar de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et n'oubliez pas que vous avez également l'équipe de circonscription qui est là pour vous accompagner dans ces différentes problématiques que vous pourrez rencontrer avec avec vos différents collègues, hein, voilà. Et puis c'est pareil, hein, si vous voyez aussi à un moment donné un de vos collègues qui vous questionne, ou pour lequel vous avez un doute sur sa posture, faut pas hésiter non plus à en parler à la direction d'école. Dans l'exercice professionnel, pour moi, il est important de laisser du temps aux élèves, hein. Ils vont là, comme vous, hein, ils rentrent de vacances. Pour certains, c'est un peu violent parce qu'on a encore la tête, enfin les pieds dans le sable et la tête face au soleil. Pour d'autres, c'est la tête à la montagne, et cetera, et cetera, et cetera. C'est pareil pour vos élèves, hein. Donc, on va laisser-leur du temps, laisser-leur du temps pour s'installer dans leur rôle d'élève. Ça, c'est un point important. Et donc, évidemment, ce qui va se passer le premier jour, alors, à la fois, vous allez asseoir votre autorité, et en même temps, vous avez des élèves qui ont besoin d'un petit temps pour démarrer. Alors moi, je suis pas favorable aux évaluations à tout va, pas d'évaluation unité aiguë, ça sert à rien, hein. Néanmoins, on a des évaluations nationales qui vont vous permettre de disposer d'un aperçu et d'une carte d'identité de votre classe et de vos élèves, hein, qui va permettre de connaître les caractéristiques scolaires de votre classe, les points de réussite, les élèves à besoin. Donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin de proposer des évaluations tous les jours à tout va dès la semaine prochaine, parce que les évaluations nationales suffisent, hein. Et puis vous allez voir que de toute façon, au fur et à mesure du mois de septembre, vous allez apprendre à connaître vos élèves. Alors pour autant, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'évalue pas ce qui a été fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'évaluation, hein. On n'évalue pas au doigt mouillé les compétences d'un élève, hein, faites attention.
Mais l'évaluationnite, la première semaine d'école, moi j'en vois pas l'utilité. Un petit focus sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, il y a déjà une interdiction. Vous savez que vous n'avez pas le droit de poster de photos de vos élèves, hein, parce que l'autorisation de, de filmer, d'enregistrer la voix et de poster et de photographier vos élèves, elle ne vaut qu'à des fins dans l'exercice des fonctions et qu'à des fins pédagogiques. Elle n'a pas vocation à être diffusée sur Internet. Attention, attention, WhatsApp est un réseau social. On ne prend pas en photo ses élèves, même pour dire à ses amis, ah tiens, regarde, t'as vu cet élève-là ce qu'il fait. C'est interdit par la loi, hein. Faut le savoir. Vous pouvez être inquiété pour cela. Donc vraiment, je vous invite à ne pas le faire. Vous pourriez, enfin, déjà au niveau déontologique, c'est discutable, et vous devez avoir une vigilance par rapport à cela. Les productions d'élèves, c'est la même chose, et, il est interdit de se filmer dans sa classe ou son école. Faut le savoir, hein, et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Alors je sais que parfois il y en a qui le font, mais c'est illégal. Pour avoir, pour avoir le droit de poster sur les réseaux sociaux une vidéo de sa classe, il faudrait demander l'autorisation à la collectivité territoriale d'utiliser l'image de l'intérieur de la classe pour la diffuser sur les réseaux. Voilà, bon, le plus simple c'est de pas le faire. Et commencez à être vigilant sur la façon dont vous allez parler de vos élèves aussi, à la fois sur les réseaux. Vous ne savez jamais, in fine, qui peut avoir la lecture de votre post, quand bien même c'est verrouillé. Attention, hein, la justice considère qu'à partir de, en fonction des contextes, hein, même à partir d'un partage auprès de 15 personnes, ça commence à devenir public. Donc voilà, faites attention. Et je répète, WhatsApp, c'est considéré comme un réseau social. Donc je vous laisse avec cela, mais faites attention sur l'utilisation des réseaux sociaux que vous allez faire. Hein, voilà. On peut avoir des états d'âme, on peut en avoir ras-le-bol à un moment donné c'est normal, hein, on est humain, hein, donc on peut avoir des états d'âme, il y a des jours c'est plus facile, des jours c'est plus compliqué. Vous pouvez vous épancher sur une feuille de papier, épanchez-vous sur une feuille de papier, et ensuite vous jetez le papier à la poubelle, voilà, et vous serez défoulé, et c'est très bien. Pareil avec les familles d'ailleurs, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, ne répondez pas du tac au tac, hein. Laissez-vous le temps des fois de répondre, surtout quand vous avez une famille qui envoie un mot un peu exaspérant, ça arrive. Dans ce cas-là, répondez-y sur une feuille de brouillon. Laissez reposer, plusieurs heures après, vous vous direz, ah ouais, quand même là, j'ai peut-être été un peu fort, je mets à la poubelle, et je réécris de façon calme et posée la réponse à la famille. C'est pareil, hein, sur ce que vous allez poster sur vos états d'âme au niveau des réseaux sociaux. Voilà, réfléchissez-y parce que voilà, ça vous permet aussi de rester dans une posture professionnelle. Alors, pour les stagiaires, quels sont les incontournables d'une titularisation? Parce que ça, c'est une question qui revient assez fréquemment. La sécurité des élèves, pour moi, c'est un élément à ne pas négliger. On ne laisse jamais, 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 jamais un seul ses élèves, y compris si c'est l'usage dans une école. C'est important. Vous avez des écoles où parfois c'est un peu l'usage. Les photocopies, si vous avez des photocopies, vous les faites avant de prendre en charge vos élèves. Hein, donc avant 8h20, c'est pour ça que j'allais dire avant d'arriver à l'école, mais non, c'est avant 8h20, où vous les anticipez le soir pour le lendemain. Mais on ne laisse pas ses élèves pour aller faire une photocopie. Ça, c'est important. Parce que comme par hasard, il suffit que vous absentiez pour qu'il y ait un accident à ce moment-là. Et là, vous risquez d'être placé en défaut de surveillance. Euh, Les outils professionnels sont à soigner, hein, on évite les erreurs orthographiques, hein. Pour la titularisation, c'est toujours du plus mauvais effet de voir, alors ça peut arriver de faire des erreurs d'étourderie, hein, mais de voir que c'est récurrent, qu'il y a des erreurs orthographes assez régulières. Euh, bon, au niveau de la titularisation, pardon, excusez-moi, ça peut être compliqué, hein, et ça sera compliqué si on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas son orthographe, bien entendu. Hein. Si c'est le cas, si vous avez des difficultés, vous avez des outils professionnels maintenant, d'autant plus avec l'intelligence artificielle qui permet de vous relire. Vous pouvez aussi vous entraîner. N'hésitez pas à le faire, mais on soigne évidemment ces erreurs orthographiques et le soin, c'est important. Ce que vous allez présenter au formateur, c'est le reflet de votre pratique. Alors, je parlais de soigner, d'être soigneux, les affichages, les cahiers, la façon dont vous allez utiliser le tableau, bah, évidemment, c'est un peu le reflet et de ce que vous allez donner à voir à vos enseignants. Alors moi aussi, hein, quand j'étais professeur des écoles, j'ai refait des choses.
par des remarques de certains collègues aussi, hein, que je remercie si bon, ils ont de la bouteille, donc je pense pas qu'ils regardent ce live, mais en tout cas, ils m'ont apporté des conseils sur aussi la façon dont on a de gérer les apprentissages, soigner ses apprentissages, soigner la façon dont on gère le tableau. Ça, c'est important. Il en est de même pour l'expression orale. Hein, nous devons, enfin, vous devez être modélisant pour vos élèves. On utilise un langage qui n'est pas un langage familier, hein, y compris quand on est énervé. Ça, c'est un point important. Et au niveau des formulations des phrases, pardon, c'est la même chose. C'est-à-dire que on soigne la façon dont on parle aux élèves. Ça, c'est un point important. Et la posture, elle doit être modélisante, hein, on ne s'assoit pas sur une table, on mâche pas son chewing-gum, on n'est pas sur son téléphone durant les temps de classe, hein, ça, alors ça, c'est pour moi, c'est rédhibitoire. Le téléphone, et on peut avoir des urgences familiales, ça c'est encore autre chose. Mais en dehors de cela, on n'est pas tout le temps sur son téléphone, en train de répondre à des messages, etc., etc. Vous avez suffisamment de temps de pause durant la journée pour faire en sorte que pour faire en sorte que on utilise son portable lors des moments précis. Alors, par rapport au portable, il y a une question sur WhatsApp qui est parfois utilisé comme moyen de communication dans les équipes. Avez-vous une alternative légale? Oui, il existe une alternative légale dans l'éducation nationale comme dans la fonction publique qui s'appelle CHAP. TCHAP, alors qui ne fonctionne qu'à partir du moment où vous avez une adresse académique ou institutionnelle, qui est alors autant il y a quelques années c'était compliqué, autant maintenant c'est extrêmement fluide comme canal de communication. Ça fonctionne exactement comme je parlais de WhatsApp tout à l'heure, ça fonctionne exactement comme WhatsApp et c'est de l'instantané sur les téléphones et sur les ordinateurs, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. Alors focus, nouveau programme. Alors ça c'est très très rapide et très bref. Puisque vous savez, il y a des nouveaux programmes qui vont rentrer en vigueur avec un certain nombre de principes généraux au niveau de la progressivité, de la continuité. Ils reprennent des éléments en lien avec l'inclusion et la différenciation. L'évaluation, évidemment, qu'au service d'apprentissage, alors ça ce sont des généralités, la coopération au sein des équipes. Par exemple, la progression spiralaire en mathématiques, hein, la numération, que ce soit du passage au cycle 2 au cycle 3. Vous avez également entendu parler des notions de fraction, du concept de fraction maintenant qui apparaît dès le cycle 2, en lien avec évidemment le cycle 3. Hein, donc ça, c'est un certain nombre d'éléments que nous avons dans les nouveaux programmes. Alors, au niveau de l'école maternelle, on a la réaffirmation des 5 domaines d'apprentissage, très bien, avec un rôle central au niveau du langage et de la découverte de l'écrit. Hein. Donc le langage qui est utilisé dans des situations mathématiques, hein, qui est un élément d'ailleurs de gestes professionnels, hein, enseignants. Donc c'est un point à ne pas négliger, hein, le rôle du langage est réaffirmé, et ce, y compris via la découverte de l'écrit, bien entendu. L'importance du jeu, de la manipulation est également repris, de l'exploration, et on observe pour évaluer, bien entendu. Donc, par exemple, on peut mettre en place des séquences autour d'un album, que ce soit à la fois au niveau du langage, au niveau du lien avec les arts et la culture de l'écrit, etc., etc., etc. Voilà. Mais bon, après, l'objectif là, c'est pas de détailler, mais c'est juste de vous dire qu'il existe de nouveaux programmes, évidemment, à l'école maternelle, pareil à l'école élémentaire, avec la réaffirmation des domaines fondamentaux, que sont les français et mathématiques, d'ailleurs, qui ont été réécrits, et qu'il y a une culture commune qui doit être faite, euh, et que l'on doit aux élèves, que ce soit en sciences, en histoire-géographie, au niveau des arts, EPS, EMC, ça c'est important. N'oubliez pas les langues vivantes, hein, alors évidemment, il peut y avoir une sensibilisation dès la maternelle, mais dès le cycle 2, il y a un apprentissage qui est mis en place, et on est toujours dans des notions de spirale et d'approfondissement, hein, français en CE2, lecture compréhension guidée, mathématiques, on est sur le passage du concret à l'abstraction. Soit c'est réaffirmé, alors c'était déjà mis en place par les guides, et c'est réaffirmé évidemment dans les nouveaux programmes. Donc pour moi, c'est un incontournable et vous devez aller les voir et vous devez les connaître, hein, je le répète.
Alors, avant la rentrée, pour s'organiser concrètement, donc déjà, votre premier élément, votre première tâche, ça va être de faire le point sur les manuels, pardon, les outils disponibles dans la classe. Ça, c'est un premier élément. Quand on arrive de quelque part, on fait le point sur tout ce dont on a à disposition. Deuxièmement, vous devez demander s'il existe des programmations et des progressions d'écoles. Vous avez des écoles. Alors là, on est un peu sur une phase transitoire dans la mesure où il y a des nouveaux programmes, et vous avez des écoles qui ont mis en place des programmations et des progressions. Donc quand vous rentrez, quand vous arrivez dans une équipe, vous devez voir quels sont ces éléments qui ont été mis en place. Évidemment, on vérifie la conformité au programme, ça c'est important. Et ensuite, au regard des outils dont vous disposez, et notamment si on prend l'exemple de manuel, hein, alors évitez de vous éparpiller, hein, si vous avez un manuel dans la classe, lisez la partie didactique, hein, du guide du maître, procurez-vous le guide du maître, lisez la partie didactique, c'est un point essentiel. Chaque manuel correspond à une didactique précise, et donc la lecture du guide du maître est indispensable, et ça permet de disposer d'une vision didactique des auteurs. Et ensuite, vous avez le sommaire de votre manuel. À partir de ce sommaire-là, vous pouvez établir votre programmation. Parce que c'est ce qui va pouvoir vous guider dans l'établissement de votre programmation et ça va grandement vous aider pour cette année. Évitez de trop vous éparpiller. L'écueil, ce serait pour une notion, je sais pas moi si j'ai pris tout à l'heure l'addition à retenue, d'aller voir comment on fait dans le manuel, d'aller voir comment on fait dans un deuxième manuel, dans un troisième manuel, etc., etc. Et vous allez vous retrouver avec un nombre incalculable de situations qui, comment dire, qui vont pour lesquelles vous allez avoir, je sais pas moi, 10, 15, 20 situations différentes, vous n'avez plus quoi savoir choisir, et vous aurez passé votre soirée à aller farfouiller dans d'autres manuels, sur Internet, sur des blogs, etc., etc. Donc, tenez-vous-en à votre manuel, hein, c'est un conseil pour votre année de stagiarisation. Évidemment, il faut qu'il soit conforme au programme, ça c'est important. Et en cas de partage évidemment de la classe avec un titulaire, il est nécessaire d'expliciter clairement ce qui doit être fait par l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas être dans le flou vendredi soir, à l'issue de la pré-rentrée, sur ce que vous allez faire vous et ce que le ou la titulaire va faire. C'est important de prendre le temps d'expliciter. Quitte à ce que vous arriviez avec les domaines et les sous-domaines dans chaque discipline vendredi matin pour voir concrètement ce que vous allez pouvoir vous partager. Ça, c'est important. Alors, j'avais dit que je parlerais de la circulaire de rentrée. Bon, on va aborder cela assez rapidement, mais il faut savoir qu'elle existe parce que c'est la feuille de route de l'éducation nationale pour l'année. Alors cette année, elle s'appelle Tenir la promesse républicaine de l'école, avec 3 entrées. La consolidation pardon, des apprentissages, des savoirs fondamentaux et favoriser la réussite de tous les élèves. Les nouveaux programmes en sont une des composantes. Bâtir une école de l'engagement, de la justice et de la responsabilité. Et enfin, garantir les conditions d'une école qui protège et qui rassemble. Il faut savoir que cette circulaire de rentrée, elle existe aussi sous forme interactive. Vous tapez circulaire de rentrée sur votre moteur de recherche, circulaire de rentrée même éducation nationale, et vous allez tomber dessus. Je vous conseille d'aller voir la circulaire interactive qui est assez bien faite avec des liens en ce qui concerne ce qui vous intéresse. Par exemple, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais l'accompagnement des usages de l'intelligence artificielle à l'école, c'est dans la circulaire de rentrée, en tout cas ça réaffirme et ça reprécise ce cadre des usages, ou la réaffirmation de la mesure, pardon, 30 minutes d'APQ qui est reconduite cette année. Donc ça, tout ça c'est précisé dans la circulaire de rentrée. Donc je vous invite à aller la voir, notamment dans sa version interactive, c'est largement suffisant, bien entendu. En guise de conclusion, au regard de tout ce que nous avons indiqué, ce qui est important là, ça va être de passer d'un état de savoir à être enseignant, hein, de savoir en tant qu'enseignant ce que vous avez préparé pour le concours et à être en tant qu'enseignant, hein, ça c'est important. Il faut savoir que le cadre réglementaire, il protège et il légitime l'action du professeur des écoles. Hein, c'est des éléments qui vont vous servir comme réponse face aux questionnements divers et variés. Les libertés pédagogiques, elles existent évidemment, mais dans un cadre précis. Et la posture professionnelle, c'est la clé de la confiance vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des familles et vis-à-vis de vos collègues, bien entendu. Alors, je répète que Passion Pédagogie, c'est plus de 1000 enseignants formés, plus de 50 heures de formation en vidéo, avec les 3 piliers,
les sessions d'échange en petits groupes, hein, en mentorat, sous forme de visio évidemment, avec vraiment des petits groupes, hein, vous êtes 5 personnes maximum. Des ateliers vidéo en ligne, hein, basés sur les besoins et sur tous les aspects clés du métier, et une communauté évidemment de partage et d'entraide via des canaux de communication dédiés, hein, et animés par l'équipe pédagogique qui permettra de partager des idées, qui permet, hein, de partager des idées, de partager des ressources et de répondre à toutes vos questions, hein. Donc, ces 3 piliers sont intégrants de votre parcours d'accompagnement qui est assez complet. Actuellement, vous avez moins 20%, hein, sur le parcours rentrée zéro stress, qui est un parcours de référence pour vous assurer une rentrée sereine. Et écrivez-nous à contact@passion-pédagogie.fr pour vous inscrire. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre et vous aurez une réponse extrêmement rapide, notamment sur les questions que vous vous posez. Pour finir, je vous remercie d'avoir suivi ce live, hein, sur ces liens entre les exigences institutionnelles et votre action en tant que professeur des écoles. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne rentrée et évidemment une très très bonne année scolaire. Merci beaucoup. Au revoir.